Alors qu'on conteste les taux d'immigration actuels, qu'on continue à aller recruter massivement des gens à l'extérieur, dont on ne sait pas actuellement si on va pouvoir leur garantir l'accès à un emploi qui correspond à leur formation et à leur expérience, dont on ne sait pas si on va pouvoir fournir un logement, dont on ne sait pas si elles auront un accès égal à l'emploi et aux services publics, ce n'est pas une bonne chose à faire. Et donc, c'est le cas, par exemple, pour les travailleurs issus de l'immigration. Donc, il faut aujourd'hui s'assurer, quand on accueille les gens, qu'il y a une reconnaissance de la formation, qu'il y a une reconnaissance de l'expérience, qu'on ne met pas des bâtons dans les roues de gens qui seraient capables de servir le système tout de suite. Ou sinon, si on le dit, venez. Le Québec est historiquement un endroit généreux pour l'immigration. On constate que le gouvernement resserre un peu les taux au niveau, bien sûr, des agences de placement privées. Est-ce que c'est pas comme se tirer dans les pieds? Bienvenue à l'émission Tapis Blanc des élus du peuple. Nous avons le plaisir d'accueillir aujourd'hui Monsieur Pascal Paradis, avocat d'immigration, fondateur de l'organisme Avocats sans frontières, diplômé en droit de l'Université Laval. Bienvenue Monsieur Pascal Paradis et merci d'avoir accepté notre invitation. Je vous remercie Florent de m'inviter, c'est vraiment un grand plaisir, un honneur pour moi d'être avec vous aujourd'hui. Croyez-vous vraiment à l'indépendance du Québec? Absolument. Je suis convaincu que le Québec deviendra un pays. C'est son destin. C'est le destin de la plupart des peuples. Quand on regarde la carte du monde, ce qu'on remarque, il y a un siècle, il y a 50 ans, il y a 20 ans et aujourd'hui, il y a de plus en plus de pays parce que les nations veulent assumer leur destin, veulent participer au concert des nations, veulent partager avec les autres, veulent contrôler les outils de leur développement pour ensuite prendre part justement à cette activité internationale qui est exactement la vision du Parti québécois. Donc, il se passe quelque chose, on le sent actuellement. Les jeunes sont de nouveau de la partie, ceux qui croient à la cause depuis longtemps reprennent le combat. Les Québécois se sentent de plus en plus confiants aussi parce qu'il y a eu cette prise en main de l'économie québécoise qui est quand même relativement récente à l'échelle de l'histoire globale. Mais aujourd'hui, les Québécois ont cette confiance. Et je pense qu'on comprend aussi que le Canada, le reste du Canada, peut légitimement prendre certaines décisions, veut assumer son destin, lui, d'une façon X. Et au Québec, on le voit d'une autre façon, d'une façon Y. Et je pense que ça va être bon pour tout le monde. Et je pense aussi que c'est un projet auxquels vont adhérer de plus en plus de personnes issues de l'immigration, tous ces néo-québécois qui sont avec nous et qui ont l'opportunité de partager aussi leur propre expérience de décolonisation, d'assumation du destin national pour qu'on fasse ensemble un pays moderne, un pays innovant. Ça va arriver. Pour commencer, nos téléspectateurs d'aujourd'hui souhaiteraient savoir qui est vraiment M. Paradis et quelles ont été les motivations qui vous ont poussé non seulement à vous lancer dans le droit, mais subitement en politique. Le service public, le désir de contribuer à la social-démocratie québécoise, à son renforcement, à son développement, et bien sûr participer aussi à ce mouvement qui veut faire du Québec un pays indépendant. Pour moi, le temps était venu de m'impliquer localement. Après 25 ans environ de vie professionnelle, principalement dédiée à des enjeux internationaux. Donc j'ai eu la chance de voyager beaucoup dans le monde, d'apprendre énormément. L'Afrique m'a appris énormément, l'Amérique latine m'a appris énormément. Et aujourd'hui, c'est le temps pour moi, je le dis humblement, de voir ce que je peux partager avec les gens de la communauté ici à Québec, au Québec. J'étais avant donc chez Avocats sans frontières, une organisation. Vous l'avez fondé, je crois. Hein? Oui. Je suis un des membres fondateurs de l'organisation, mais moi j'ai laissé mon emploi à l'époque, donc j'étais associé d'un grand cabinet d'avocats. Avec beaucoup d'argent.
Ben, disons que oui, j'avais des revenus assez conséquents à l'époque, mais justement, c'est pas ça le moteur de l'engagement. C'est ce qu'on remarque. Pour moi, il y a un peu plus de 20 ans maintenant, j'ai fait le saut. Donc, j'ai abandonné ce cabinet d'avocat où j'étais associé. Puis c'est un cabinet que j'aime beaucoup, que j'estime beaucoup encore d'ailleurs aujourd'hui. J'y faisais du droit international commercial, des transactions internationales, du droit des affaires. Mais je sentais que le droit pouvait être aussi un outil de développement, un outil qui permettrait d'autonomiser les personnes qui en ont le plus besoin un peu partout dans le monde, les grandes victimes d'injustice. Quand on parle par exemple de crimes de guerre, de crimes contre l'humanité, de violations systématiques des droits humains, de racisme, de discrimination. Et j'avais le goût donc d'utiliser ces compétences juridiques pour les mettre au bénéfice de ces gens qui veulent collaborer au-delà des frontières, nous menons Avocats sans frontières, pour ensemble qu'on s'élève et qu'on réalise les droits humains fondamentaux. Donc j'ai quitté le cabinet, la pratique du droit à l'époque, pour me consacrer bénévolement au départ à Avocats sans frontières. À l'époque, il n'y avait pas de bureau, il n'y avait pas d'équipement, il n'y avait pas de personnel. Et l'idée était de contribuer à construire, à développer cette organisation, donc au départ bénévolement. Et puis ensuite, c'est devenu mon métier, c'est devenu ma passion. Donc pendant 20 ans, collaborer avec des juristes, des organisations de la société civile, des organisations paragouvernementales un peu partout dans le monde pour faire de la justice une réalité, pour lutter contre l'impunité, pour vaincre les situations de violation des droits humains. Et quand j'ai quitté donc Avocats sans frontières pour me lancer en politique, en acceptant la proposition du Parti québécois, c'était une organisation qui avait désormais 150 employés, qui travaillait dans une douzaine de pays, qui avait un budget annuel d'entre 15 et 20 millions de dollars consacrés justement à cette entreprise de justice. Et donc ça, c'est le service public, c'est l'entraide, c'est la coopération. Et pour moi, maintenant, le temps était venu de passer à autre chose. De voir comment on peut faire la même chose localement. Les enjeux ne sont pas les mêmes, ce n'est pas ça, mais de dire cette coopération, cette entraide, ce désir de justice, de renforcement de la social-démocratie, pour moi, c'était maintenant l'appel du Québec, où je suis resté très ancré. Je suis vraiment un gars de la circonscription de Jean Talon, même si j'ai beaucoup voyagé. Donc vous êtes quand même chez vous, là. Vous avez remporté chez vous. J'ai grandi ici, je connais très bien la circonscription, et là, pour moi, maintenant, c'était le temps de voir comment on peut travailler ensemble ici dans Jean Talon, à Québec, au Québec, dans le bien public. Vous semblez avoir beaucoup de valeurs sociales. Et est-ce que c'est quelque chose inhérent à votre famille? Je suis tellement content que vous me posiez la question parce que oui, le contexte dans lequel on grandit est fondamental. J'ai eu la chance, moi, d'être dans un noyau familial très aimant, très fort, mais qui m'a aussi, oui, beaucoup inculqué ses valeurs sociales. Ma mère était professeure de morale à l'école primaire. Pour elle, tous les enjeux sociaux étaient très importants. Mon père, lui, a été aussi dans l'appareil gouvernemental et dans le privé. Et un de ses moteurs, c'était justement cette justice sociale, ce souci d'égalité. Donc, très jeune, on avait des discussions à la maison, très animées, notamment au moment des repas. Et pour moi, ça a toujours été une passion de mon tout jeune âge, en réalité. Quelles sont vos 4 meilleures valeurs? Quelle grande question. Il y en a vraiment plusieurs, mais je dirais que la justice, pour moi, dans son sens large, est extrêmement importante, donc dans le sens aussi de l'équité, de la justice sociale. Absolument. La solidarité humaine est vraiment aussi fondamentale, c'est-à-dire que aussi nous sommes là les uns pour les autres, et c'est ensemble nous sommes plus forts. L'engagement, c'est-à-dire dans sa vie professionnelle, dans sa famille, il faut vraiment, il faut croire à ce qu'on fait, il faut y mettre des efforts, il faut y mettre du temps. Et je dirais que la coopération internationale, ça c'est un outil, mais la coopération, c'est-à-dire d'échanger pour s'élever ensemble, partager, dire, si j'ai des compétences, des expertises, des leçons apprises, de mes succès, de mes échecs, ce qui est extraordinaire, c'est pas de les garder comme un butin personnel, mais de dire on va constructivement échanger ensemble. Puis c'est aujourd'hui des valeurs que j'essaie d'appliquer aussi en politique, parce que quand tu es dans l'opposition,
le rôle est un peu de critiquer, je dirais un peu, mais c'est un peu beaucoup de commenter l'action gouvernementale. C'est facile juste de critiquer. Mais il faut le faire de façon constructive, reconnaître les bons coups pour qu'ensemble, on travaille vraiment dans l'intérêt public. Parlant bien sûr d'intérêt public, on sait que vous avez écouté plusieurs sirènes, dont les sirènes de la CAQ, qui ont vous donné à la CAQ à un moment donné. Qu'est-ce qui vous a poussé à choisir plutôt le Parti québécois? Bon, en fait, cet épisode avec le parti gouvernemental a été largement commenté. Puis aujourd'hui, c'est su et connu qu'en fait, c'était ce parti-là qui m'a approché pour me présenter. Et en bout de ligne, j'ai dit non pour plusieurs raisons, mais notamment parce que mon parti, ça a toujours été le Parti québécois. Depuis toujours, je suis un indépendantiste convaincu. Et lorsque la circonscription de Jean Talon, celle où je vis, s'est libérée à la suite de la démission de ma prédécesseur, le Parti québécois m'a contacté. J'y ai réfléchi parce que quand même c'était un pas important. Oui, j'étais le directeur général d'Avocats sans frontières, qui est une organisation que j'adore, mais j'avais déjà commencé à prévoir, après 20 ans, ma sortie. Parce que c'est la bonne gouvernance, à un moment donné, de prévoir la succession. Et pour moi de penser à ce que je pourrais faire d'autre. Mais la politique est venue à moi, donc le Parti québécois m'a contacté, j'ai rencontré Paul Saint-Pierre Plamondon, un homme que j'admire, qui m'avait extrêmement impressionné lors de la dernière campagne électorale générale. C'est un parti aussi dont le message et les valeurs social-démocrates et aussi cet objectif fondamental de l'indépendance viennent me chercher, moi. Alors, après quelques semaines de réflexion, j'ai dit oui. Et là, ensuite, la campagne électorale pour l'élection partielle dans la circonscription de Jean Talon s'est déclenchée presque immédiatement. Alors, c'était un grand bouleversement dans ma vie. C'était un grand défi aussi, quand on sait que c'était un comté qui était difficile à prendre. Et malgré cela, vous y êtes allé, vous n'avez pas eu peur très rapidement? Une réponse il faut croire à ce qu'on fait. Okay. Moi, j'ai mis tous mes jetons sur la table, j'ai dit maintenant, c'est ça, puis il arrivera ce qui arrivera. Vous avez raison, d'aucuns disaient que c'était un comté imprenable. En fait, ils n'avaient jamais élu de député péquiste de toute l'histoire depuis 1965. Mais il faut croire à ce qu'on fait, il faut se présenter tel qu'on est, il faut être authentique. C'est ce discours-là qu'on a tenu aussi pendant la campagne. Paul Saint-Pierre Plamondon a été à mes côtés, de même que 728 bénévoles, un mouvement populaire extraordinaire, pour être en dialogue avec les gens et dire voici ce qu'on vous offre. Et c'est ce que les gens ont choisi au terme de la campagne. Quelle est votre lecture actuelle après tout le temps que vous avez passé en tant que député? Une question qui n'est pas facile. Bon, d'abord, vous dites, après tout le temps, je suis quand même le plus récemment élu des députés de l'Assemblée nationale, donc je parle de mon expérience avec beaucoup d'humilité, parce que je suis un député tout neuf. Mais vous avez déjà mis quelques jours, c'est déjà... Oui, mais déjà quand même beaucoup d'expérience derrière la cravate, des défis. C'est un travail très intense, mais c'est un travail tellement extraordinaire. Je dois vous dire, je le referai si j'aime. Je le refais. Je n'ai aucun regret. Au contraire, je me dis, j'ai suivi mon cœur, j'ai suivi mes valeurs. Et une nouvelle fois, comme je l'avais fait il y a 20 ans, en laissant tout tomber pour Avocats sans frontières, aujourd'hui, pour cette vie de député, ce sont des leviers extraordinaires pour servir les citoyens de Jean Talon, d'abord. C'est ensuite une fenêtre ouverte aussi sur les rêves, les préoccupations, les enjeux que vivent les gens de Jean Talon. À l'Assemblée nationale, c'est une capacité de participer au débat public sur les grands enjeux qui nous occupent. Et aussi, je dois le dire, ce qu'on a la capacité d'apprendre dans ce travail-là, c'est fantastique. Vraiment, on doit traiter plusieurs sujets. Aujourd'hui, par exemple, j'ai mieux connu votre organisation. Vous m'avez présenté le studio, puis ça, c'est extraordinaire. C'est un peu la fonction de député qui permet d'être en contact avec des gens inspirants. Comment évaluez-vous la situation des immigrants ici au Québec, en partant de la situation dans votre comté et générale? Et bien sûr, j'aimerais que vous puissiez élaborer sur ce qui est du quota. Quelle est votre lecture? Le Québec est historiquement un endroit généreux pour l'immigration.
Les seuils d'immigration au Québec depuis plusieurs décennies se comparent très avantageusement à ceux de plusieurs pays du monde, le monde occidental qui reçoit de l'immigration. Et ce qu'on veut, c'est que ça reste comme ça. Que le Québec demeure une terre d'accueil généreuse qui fait en sorte que l'aventure québécoise des gens qui viennent au Québec, des nouveaux arrivants, soit une réussite. Et une réussite, ça passe par un emploi qui correspond aux compétences, à l'expérience de la personne qui choisit le Québec. Ça passe par l'accès aux services publics, l'accès à la francisation, lorsque la personne immigrante arrive puis ne parle pas encore de manière courante. Ça passe par donc l'accès à l'ensemble des services publics, un logement. Et là, actuellement, ce qui s'est passé dans les dernières années en raison de politiques publiques mal avisées, notamment du gouvernement canadien, mais aussi du gouvernement québécois, soudainement, nous avons des taux d'immigration qui surpassent de loin tout ce qui s'est vu et tout ce qui s'est connu à l'échelle internationale. Par exemple, le taux d'immigration de personnes immigrantes par 1000. On avait prévu 35 000 et aujourd'hui on est... Ça, c'est en nombre absolu. Absolument. Mais pour se comparer à l'échelle internationale, c'est le chiffre, par exemple, le nombre d'immigrants par 1000 personnes. Et donc, au début des années 2020, on était autour de 4, 5, 6 personnes, puis c'est ça à peu près la moyenne mondiale. Là, aujourd'hui, au Canada, c'est 33. Au Québec, 25. Donc là, actuellement, quand on regarde les graphiques, on voit que dans les 2-3 dernières années, notamment, il y a eu une augmentation fulgurante. Et ça compromet les chances de réussite pour la personne migrante de son aventure québécoise. Et ça compromet aussi la capacité du Québec de donner les services publics, d'offrir un logement. Donc là, il y a des gens qui vont dire « ce n'est que l'immigration qui cause la crise du logement ». Ça, ce n'est pas vrai. Mais aussi de prétendre que ces seuils très, très, très élevés actuels d'immigration ne contribuent pas à la crise du logement. Ça aussi, là, il faut se dire des choses. C'est qu'actuellement, si 230 000 nouvelles personnes arrivent au Québec chaque année, c'est ça actuellement, la situation. 230 000. 230 000 permanents et temporaire, ben là, on a 30 000 logements en chantier par année. On voit tout de suite qu'il y a un problème. Puis même s'il y en a certains, par exemple des travailleurs temporaires qui viennent, par exemple, dans les exploitations agricoles dont on a vraiment besoin, comme une grande partie de l'immigration d'ailleurs, OK, eux, c'est pas la même situation en matière de logement, mais quand même, il y a un problème global. Quand les seuils sont trop élevés, ça compromet la chance que ça soit une réussite pour la personne qui vient et une réussite pour le Québec. Et puis moi, l'avocat international, évidemment, je pense aussi aux pays où on va en mission commerciale pour aller chercher les talents, les cerveaux, les ingénieurs, les infirmières, les médecins qui ont été formés par les institutions locales, puis là, on leur dit « venez chez nous », on leur fait une promesse, ça va marcher. Donc actuellement, c'est ça la situation, et on la vit dans Jean Talon. Donc Jean Talon, moi je suis très fier, parce que vous l'avez dit, là, moi j'ai travaillé pendant 15 des 20 années que j'ai passé chez Avocats sans frontières, notamment pour des populations migrantes. J'ai l'immigration dans ma famille. Comme directeur général d'Avocats sans frontières, j'ai embauché des dizaines de personnes issues de l'immigration, donc je le dis avec fierté. Et là, c'est là où on se dit, ben ça c'est la réalité. Donc il y a plein d'histoires de succès dans Jean Talon aussi. Jean Talon, c'est une circonscription de beaucoup d'immigration. C'est un cinquième de la population. Oui, c'est ce que j'y pense, j'allais dire. C'est partie des comtés les plus denses en immigration. Et c'est extraordinaire. Ça contribue à la richesse culturelle, au développement économique, à ce nouveau visage du Québec, de Jean Talon. Et ça, c'est extraordinaire. En même temps, au bureau de circonscription, on commence à les entendre, ces histoires-là, de personnes qui arrivent ici, puis écoutez, moi je suis diplômé, je suis doctorant, j'ai de l'expérience comme ça, j'arrive pas à trouver d'emploi, j'arrive pas à trouver de logement, je dois faire appel à des banques alimentaires, et donc là il faut voir, que faut-il changer, que faut-il faire pour s'assurer que nous gardions d'abord cette politique généreuse à long terme, de manière durable, en matière d'immigration, et qu'il y ait une égalité d'accès aux services publics et d'une égalité des chances
dans le succès personnel de l'aventure québécoise de toute personne, qu'elle vienne d'arriver ou qu'elle soit au Québec depuis longtemps, depuis plusieurs générations. Il faut s'assurer que tout le monde a la même capacité d'être des Québécois à part entière. Et là, actuellement, les politiques actuelles, je pense, compromettent ce succès de l'immigration. Aujourd'hui, on sait que les élections approchent à grands pas, ce n'est pas très loin. Si jamais le Parti québécois, vous êtes actuellement, je pense, 4 à l'Assemblée nationale, si jamais il y avait des chances, ou alors que vous puissiez prendre des décisions, que préconiseriez-vous pour pouvoir apporter des solutions à cette situation très, très stressante pour les immigrants? Puis vous avez raison de le dire, c'est une situation qui est stressante pour les immigrants, comme pour l'ensemble de la société québécoise, parce que des deux côtés, on veut que ça fonctionne. Absolument. Et puis je le redis, il y a encore plein d'histoires de succès, et c'est ça qu'on veut que ce soit toujours, l'immigration. Donc là, que faut-il faire? Nous, on propose d'abord une discussion raisonnée et raisonnable sur les seuils d'immigration. Parce que pendant un certain temps, les personnes qui soulevaient ces questions-là étaient stigmatisées. Ils disent non, on ne peut pas parler de ça. Il n'y a qu'une réponse possible en matière d'immigration, c'est plus, plus, plus. Et pour nous, la discussion, c'est comment s'assurer que ce soit un succès. Comment s'assurer que ce soit durable, cette grande capacité d'accueil, cette capacité, par exemple, de respecter nos obligations internationales pour les demandeurs d'asile, les gens qui fuient la guerre, qui fuient des situations difficiles. Ça, il faut être capable de les accueillir. Si on a largement dépassé notre capacité d'accueil ailleurs, c'est plus difficile de faire ça. Réunification familiale. Donc, les personnes qui viennent au Québec et qui disent « Oui, mais là, maintenant, c'est ma conjointe, mon conjoint, mes enfants, mon père, ma mère. » Ça, c'est très important. Ça, c'est une condition humaine fondamentale pour réussir l'immigration. Être avec les siens, être capable d'être réuni avec les siens. Et là, actuellement, vous le savez, il y a des délais énormes et il y en a qui ne sont pas capables de procéder à la réunification familiale parce que les seuils d'autres catégories d'immigration sont trop élevés. Donc, si on veut être capable de bien faire la réunification familiale, si on veut être capable d'assurer donc ce succès, il faut revoir les seuils et il faut le voir de manière raisonnée et raisonnable. C'est drastique, vous êtes d'accord avec moi, parce qu'actuellement, au nombre d'immigrants qui attendent la réunification, s'il fallait bloquer pour réduire ce seuil-là, je pense que ce serait plus juste un retard, mais ce serait carrément un stop, et puis ça pourrait créer comme un choc. Nous, on est d'avis qu'il faut monter les seuils de réunification familiale actuellement en jouant sur les autres seuils. C'est-à-dire que, par exemple, le Québec actuellement, seul, sans l'accord du gouvernement fédéral, peut jouer sur les pourcentages, peut modifier les pourcentages, dire je vais faire plus de réunification familiale, je vais peut-être en avoir moins des autres catégories. Mais globalement, ce qu'il y a derrière ça, c'est la nécessité pour le Québec de vraiment avoir la maîtrise de ses politiques en matière d'immigration et de ne pas dépendre du gouvernement fédéral qui décide majoritairement et fait de manière parfois presque exclusive, sans consulter le Québec, de ces politiques-là. Pour nous, ça passe d'abord par l'indépendance du Québec. C'est une des nombreuses raisons qui justifient l'indépendance du Québec. Mais là, entre-temps, notre gouvernement, le gouvernement du Québec, demande beaucoup de choses au gouvernement fédéral, demande de se faire transférer des pouvoirs, demande la maîtrise d'œuvre, demande de réduire et se fait toujours dire non. Alors ça, c'est vraiment un enjeu. Donc pour nous, ça passe par la maîtrise d'œuvre de l'immigration et par des seuils qui vont nous permettre donc d'avoir une immigration réussie de manière durable. Et là, actuellement, vous savez, on n'était pas beaucoup à dire ça il y a 6 mois ou il y a 1 an. Il faut regarder les seuils d'immigration. Là, on se faisait stigmatiser quand on disait ça. Aujourd'hui encore, au moment où on se parle, Florent, vous savez peut-être, Desjardins vient de publier une nouvelle étude qui démontre que le taux de chômage des nouveaux arrivants est aujourd'hui à 12,5 %. Pour les personnes nées au Canada, le taux de chômage est de 5,4 %. Autour de 6 actuellement. Pourtant, avant, on était à 2 %. Qu'est-ce qu'il y a vraiment? Quel a été le choc? Quel a été le déclic qui a... Desjardins, aujourd'hui, dit
Les seuils actuels d'immigration ont fait en sorte que le nombre de nouvelles personnes qui arrivent dépasse largement la capacité d'absorption de l'économie et de développement de nouveaux emplois. La Société canadienne d'hypothèques et de logement dit la même chose en matière de logement. La Banque nationale, vous le savez, a parlé de le demographic trap, il y a le piège démographique actuellement avec cette hausse fulgurante là, des taux d'immigration, parce qu'on parle de quelque chose qui est unique à l'échelle internationale, ce qui est en train de se passer au Canada. C'est 3 millions de nouvelles personnes dans les 3 dernières années. Donc, malheureusement, ça dépasse la capacité d'accueil et la capacité de réussite pour les personnes migrantes et pour le Québec de cette expérience-là. Donc, il faut revoir ces politiques publiques au bénéfice des personnes migrantes, au bénéfice du Québec. Et aussi, je le réitère, dans une optique de justice internationale aussi, parce que au moment même où le gouvernement du Québec conteste les politiques du gouvernement fédéral, il continue à organiser plusieurs fois par année d'importantes missions de recrutement à l'étranger. Et c'est encore une fois, qui va-t-on chercher? Généralement pas des personnes qui n'ont pas d'éducation ou qui sont parmi les personnes vulnérables de leur société, mais parmi les cerveaux, les personnes bien formées qui sont nécessaires souvent. Donc, qu'on s'entend bien, il va toujours y avoir de l'immigration, il va toujours y avoir des gens et de plus en plus des gens qui changent de pays, et ça c'est normal, mais que alors qu'on conteste les taux d'immigration actuels, qu'on continue à les recruter massivement des gens à l'extérieur, dont on ne sait pas actuellement si on va pouvoir leur garantir l'accès à un emploi qui correspond à leur formation et à leur expérience, dont on ne sait pas si on va pouvoir fournir un logement, dont on ne sait pas si elles auront un accès égal à l'emploi et aux services publics. Ce n'est pas une bonne chose à faire. Vous vous demandez comment envoyer de l'argent à vos proches en toute sécurité et sans frais d'envoi. C'est simple. Découvrez Afrique Remis. De votre confort, envoyez de l'argent depuis le Canada et les États-Unis vers de nombreux pays africains. Tout ceci au meilleur taux du marché. Utilisez nos différents services, tels que envoi d'argent par Mobile Money, Express Union, ou encore faire un dépôt bancaire. Vous pouvez également régler vos factures d'électricité, d'eau et de télévision via notre plateforme. Ce n'est pas tout. Rechargez votre carte prépayée UBA et effectuez un virement bancaire à partir de notre application. Nos agences sont ouvertes 24 heures sur 7 et les retraits sont gratuits. Aussi, vos retraits dans les GAP UBA avec votre carte prépayée sont gratuits. Parce que nous sommes entièrement réglementés par le Centre d'analyse des opérations et déclarations financières du Canada. Vous pouvez être assuré que vous êtes en toute sécurité et que toutes vos opérations sont prises en charge. Vous n'avez plus besoin d'attendre. Allez-y et téléchargez l'application depuis Play Store et Apple Store. Quelle est votre politique, quelle est votre lecture au niveau de l'environnement, au niveau du Québec, surtout lorsqu'on pense qu'il se prépare un grand événement ici à Québec, à savoir les REMA de Afrique-Canada 2025, où il sera bien sûr question dans la thématique principale de l'environnement. Sur le plan des changements climatiques et de l'environnement, Exactement. Nous avons la chance au Québec d'avoir développé à partir de ce moment qu'on appelle la révolution tranquille, donc la reprise en main de notre destinée économique, d'avoir développé l'hydroélectricité, qui est une forme d'énergie propre, qu'on dit verte, et qui aujourd'hui fait de nous un leader mondial, un exemple à l'échelle mondiale. Et vous savez, il y a beaucoup de gens maintenant qui veulent venir au Québec pour avoir accès à cette énergie verte. Et aujourd'hui, on a des plans ambitieux au Québec pour continuer à la développer à travers l'éolien, à travers d'autres moyens. Et c'est ce qui fait de nous un peuple, un endroit, un Québec indépendant notamment, qui serait tellement bien placé. Cher à votre cœur. Cher à mon cœur et cher au cœur du Parti québécois, mais
actuellement, nous sommes bien positionnés pour faire face aux défis de demain. Bien sûr, on est comme tout le monde, on a des défis de décarboner l'économie, de continuer à travailler pour diminuer justement notre consommation d'énergie, pour avoir des pratiques, des façons de vivre qui sont de plus en plus respectueuses de l'environnement. Les changements climatiques sont une réalité et nous sommes bien équipés pour faire face à ce défi-là. Maintenant, il faut continuer à investir pour que justement le domaine de l'énergie demeure de la propriété des Québécoises et des Québécois. Absolument. Et actuellement, il y a certaines menaces qui planent parce que justement c'est convoité. Il y a des gens qui voudraient que ça revienne au moins en partie dans le secteur privé. Il y a un projet de loi qui a été présenté par le gouvernement qui contient des avancées intéressantes, je veux le saluer, mais qui aussi semble laisser la porte ouverte à ce qu'il y ait une plus grande privatisation. Et ça, non, c'est un outil économique, c'est vital, c'est le sang qui irrigue les veines de l'économie québécoise. C'est important donc pour l'avenir environnemental. Et je tiens à mentionner à quel point maintenant c'est devenu aussi un argument important pour faire du Québec un pays. Parce que le Canada, lui, investit massivement encore dans les énergies fossiles. Vous savez, a même acheté un gazoduc, un pipeline, où on continue à investir des milliards. Et c'est bien, c'est un choix. Mais nous, je pense qu'on veut aller ailleurs et actuellement, ça va compter pour les Québécoises et les Québécoises de dire quel genre d'économie verte on veut pour l'avenir. Nous, on propose de miser sur notre position innovante, sur notre position unique, plutôt que de continuer à investir comme le Canada le fait, qui est en quelque sorte un État pétrolier. On ne se voit pas comme ça, mais c'est ça la réalité. Est-ce qu'il y a assez de pétrole pour croire qu'on est vraiment un État pétrolier? Ben, c'est parce que c'est sûr que c'est une ressource importante dans le reste du Canada, mais nous, au Québec, on envisage différemment l'avenir énergétique et ça, c'est très important. Vous le savez, c'est une des clés. Et je pense que de plus en plus au Québec, on cesse de le voir comme une opposition. Il y a l'économie d'un côté et l'environnement de l'autre. Non, en fait, ça va ensemble et il y a des opportunités d'affaires extraordinaires à saisir pour les PME québécoises qui sont justement à l'avant-garde de ce côté-là. Alors, notre dernière question va porter vraiment sur la thématique de la santé. On constate de plus en plus dans l'actualité que le gouvernement resserre un peu les taux au niveau, bien sûr, des agences de placement privées. Est-ce que c'est pas comme se tirer dans les pieds? Ben en fait, c'est parce que c'est un problème qui a été créé de toutes pièces par de mauvaises politiques publiques. Les statistiques, les études, les analyses démontrent les unes après les autres que développer le privé en matière de santé, ça ne rend pas les services moins chers. Généralement, ça ne facilite pas l'accès, sauf pour des personnes plus fortunés qui ont la capacité de payer des frais quand même assez importants du secteur privé. Et malheureusement, on a laissé le secteur privé se développer de manière rapide, de manière exponentielle dans le système de santé qui se veut ouvert, public, universel au Québec. C'est un choix de société important qu'on avait fait. Et aujourd'hui, on apprenait encore une fois récemment, il y a quelques jours, que le Québec est désormais l'endroit où il y a le plus de médecins qui quittent vers le privé ou qui essaient de naviguer entre le secteur privé et le secteur public. Les agences, donc, de placement sont un peu un symptôme de cette situation-là, où on est rendu à dire, si on n'a pas les agences, les services ne seront pas rendus de la même manière, mais ce n'est pas sur les agences qu'il faut miser, il faut miser sur les services publics de santé, de s'assurer qu'ils sont accessibles, s'assurer que les travailleurs et les travailleuses aussi formés adéquatement peuvent continuer leur cheminement dans le secteur public. Et donc, c'est le cas, par exemple, pour les travailleurs issus de l'immigration. Donc, il faut aujourd'hui s'assurer, quand on accueille les gens, qu'il y a une reconnaissance de la formation, qu'il y a une reconnaissance de l'expérience, qu'on ne met pas des bâtons dans les roues de gens qui seraient capables de servir le système tout de suite. Ou sinon, si on le dit, venez poursuivre votre programme de formation, il faut s'assurer que le programme de formation se termine et qui permet aux gens donc d'intégrer le service public en matière de santé. Donc là, il y a des solutions à long terme, mais à court terme, la solution ne passe pas non plus par des agences parce que ça, malheureusement, c'est un problème que des mauvaises politiques publiques et que les gouvernements actuels, le gouvernement actuel les a laissés croître notamment,
en pensant que c'était une solution. Et non, ce n'est pas une solution. Ça rend les services plus chers et ultimement, c'est le système public qui va le mieux nous servir. Est-ce que ça fait partie d'une politique d'un Québec indépendant? Vous savez, un système public fort qui est là pour s'assurer que les personnes qui ont besoin de ces services-là, qui ont besoin de soins de santé, pour aider les personnes les plus vulnérables, ça, c'est au cœur de la vision du Parti québécois, qui aussi mise sur une classe moyenne forte, sur une économie vigoureuse, sur une économie de PME, notamment, qui est innovante, qui prend sa place et qui fait en sorte qu'on a une société qui s'enrichit, qui prospère et qui est capable donc d'aider tout le monde équitablement. Ça, vraiment, ça a toujours été au cœur de la vision social-démocrate du Parti québécois. Ça le demeure. C'est notre vision d'avenir pour le pays. Mais l'idée, c'est que le pays, c'est le pays de tout le monde. C'est un pays qu'il faut faire pour être capable ensuite de prendre ensemble les décisions que le peuple québécois voudra choisir. Alors, le pays, il n'a pas de couleur, il n'a pas de saveur actuellement. C'est notre avenir collectif au Québec qui se dessine à travers cet outil extraordinaire qui est l'indépendance. Un espoir et une vision pour le Parti québécois que vous venez de dire en guise de conclusion, c'est bien ça? Pour le Parti québécois et pour l'ensemble des Québécoises et des Québécois. Et pour l'ensemble des Québécoises et Québécois. Si vous étiez un animal, vous serez quoi? C'est une très bonne question. Écoutez, j'ai des chats à la maison, j'adore les chats, je dois le dire. Est-ce que je serais un chat? Je ne sais pas, mais c'est un animal que j'aime bien. Je le trouve à la fois social et à la fois autonome, à la fois très affectueux et à la fois fort. Et pour moi, je sais pas, j'ai comme l'impression que je viens de décrire un peu le peuple québécois. Parfait. Votre mot de fin, terminé? Votre mot de fin? Merci beaucoup de m'avoir reçu, Florent. Je suis enchanté de notre discussion. J'espère que ce n'est pas la dernière. Non, ce ne sera pas la dernière. Nous, on compte vous inviter pour d'autres émissions. Alors, merci beaucoup d'avoir pris votre temps. Merci beaucoup d'avoir vraiment enrichi nos connaissances en ce qui concerne le Parti québécois. Merci beaucoup. Chers téléspectateurs, nous avons bien sûr le plaisir et le privilège de recevoir Messieurs Pascal Paradis dans nos locaux à cette émission Tapis Blanc pour les élus du peuple, pour nous partager bien sûr sa vision, pour nous partager ses défis, pour nous partager la vision du Parti québécois. En espérant que vous avez apprécié, nous vous invitons à aller visiter la page de Monsieur Pascal Paradis et au plaisir de vous revoir pour une autre émission avec un autre invité à Tapis Blanc. Moi, c'est Florent Léal et j'ai eu le plaisir, bien sûr, d'échanger avec notre invité. Prenez soin de vous et à très bientôt. Ciao.